Bonjour à tous, merci d'être là. On va attendre un petit peu que tous les gens se connectent pour commencer. Ça y est, les gens arrivent. Bien, bah, écoutez, il est 10h30, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire sur le stockage des batteries au lithium. Alors, on va voir un certain nombre de choses. Tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je suis Jean-Claude Sonali, formateur pour le groupe de NIOS en France. Vous voyez sur l'écran, j'ai 5 formations que je vous propose en fait partout en France. Alors, la première en bleu en haut, c'est une formation qui est dédiée au risque industriel. L'intérêt, c'est que c'est une formation très généraliste où je vais vous expliquer en gros tous les risques liés à votre activité. Et l'intérêt, c'est que je vais faire des expériences, par exemple, pour illustrer le thème ATEX, je vais faire des explosions en direct. Donc, bah, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. J'en ai bien sûr plein d'autres. Donc, une autre en verte, c'est la gestion des fuites et tout ce qui est déversement accidentel, où je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les absorbants d'Enzorb qu'on peut vous proposer, comment les utiliser. En jaune, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le stockage des batteries au lithium. En rouge, j'ai une formation qui est vraiment dédiée au gaz industriel. Et puis en violet, vous avez une formation qui est dédiée aux produits chimiques et aux incompatibilités. L'intérêt, c'est que toutes ces formations-là sont liées avec c'est vraiment des expériences que je fais en direct, avec des explosions, des choses comme ça. Donc, il y a un protocole de sécurité à respecter. Il ne faut pas reproduire effectivement ce que je vais vous montrer euh, à l'issue de ces sessions. On fait également des webinars, donc c'est tout l'objet de cette session aujourd'hui. Le prochain webinar, je vous invite à nous rejoindre le 11 juin à 10h30. Et c'est ma collègue Marine Priou qui vous présentera un webinaire sur les absorbants d'Enzorb, donc justement un petit peu lié à cette formation sur la gestion des fuites et les déversements accidentels. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire comme vous avez pu le faire pour ce webinaire aujourd'hui. Et on se fera le plaisir de vous présenter ce prochain sujet. Pardon. Alors, voilà tous les thèmes qu'on va aborder. Je vais vous présenter rapidement la société pour laquelle je travaille, qui s'appelle Denios. Ensuite, on parlera du prix Nobel de chimie qui a été attribué aux 3 inventeurs des batteries au lithium en 2019. Et c'est important juste de les nommer parce que sans eux, aujourd'hui, on ne pourrait pas utiliser ces batteries. Justement, ces batteries, on les utilise au quotidien. Vous voyez qu'on rentre dans un monde électrique, en fait. Et je vais vous expliquer vraiment comment fonctionne cette batterie au lithium. Il y a de nombreux avantages, bien évidemment. Et puis, il y a surtout, malheureusement, des risques d'incendie et risques d'explosion. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces batteries et puis surtout vous expliquer les 3 risques principaux qui vont engendrer l'emballement thermique de la batterie. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour dans le monde où il n'y a pas une batterie au lithium qui prend feu. Et malheureusement, aujourd'hui, peu de gens, enfin personne ne sait éteindre une batterie au lithium. Je vais vous expliquer justement pourquoi c'est si difficile à éteindre. Alors, la seule chose, c'est que nous, on a essayé de mettre en place des solutions qui vont vous permettre justement de prévenir ou en tous les cas de limiter l'emballement thermique de la batterie. Bien évidemment, il y a un danger pour la santé et la planète lorsqu'on utilise ces batteries. Alors, les solutions qu'on a mis en place, on a des armoires de sécurité, bien évidemment, qui sont coupe-feu et qui vont limiter l'emballement thermique de la batterie. Et on a également des locaux de stockage, alors ce qu'on appelle des WFP ou des RFP. Et je vous expliquerai un petit peu la différence en fin de session.
Donc voilà, et puis on fera un petit un question-réponse à la fin. Alors je vous demanderai s'il vous plaît, d'utiliser le chat plutôt à la fin. Et puis on répondra parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont et on essaiera de répondre à ces questions-là ensemble à la fin. Alors, Denios, on est un groupe allemand qui existe depuis 35 ans maintenant. On est présent principalement sur le continent européen. On a la chance d'avoir 6 usines de production dans le monde, dont une en France qui se trouve en Normandie, à Nassandre exactement. Et qu'est-ce qu'on fabrique dans cette usine? On va fabriquer des conteneurs de stockage de ce type-là en bleu. Alors ça, c'est un exemple. Ça peut être beaucoup plus petit, beaucoup plus gros en fonction de ce que vous devez stocker. Et c'est fait pour stocker n'importe quel type de produit chimique ou dangereux ou inflammable. On a également un catalogue dans lequel vous allez trouver plein de choses, notamment des bacs de rétention. Si on existe aujourd'hui, c'est grâce à ces bacs de rétention et c'est à cause d'un accident qui s'est passé à la frontière suisse il y a plus de 35 ans. Et en fait, ça a pollué toute la rive et tout le fleuve Rhin. Et notre président, à l'époque, s'est lancé dans le bac de rétention et c'est pour ça qu'on existe aujourd'hui. On peut vous fournir en absorbant également. Et puis ici, vous avez une armoire de sécurité qui est coupe-feu 90 minutes. Et vous voyez à l'intérieur, vous avez des prises électriques. Et justement, ce sont des armoires qui sont dédiées au chargement des batteries au lithium, notamment, et qui vont, je vous expliquerai un petit peu comment tout à l'heure ça fonctionne. En fait, à 70 degrés, les portes se ferment et en fait, elles ne se réouvriront pas pendant 1 heure et demie. Et ça vous permet justement, alors soit le feu s'éteint tout seul, vous allez comprendre que malheureusement, ça arrive peu souvent. Et ça vous permet notamment de sortir la batterie, l'armoire à l'extérieur et de laisser brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait malheureusement plus rien à brûler. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait chez nous. Et puis vous avez au centre ici un détecteur de fuite, ce qu'on appelle le Spillguard. Et ça, c'est un dispositif qui a été mis en place justement suite à l'accident de Lubrizol qui s'est passé en 2019. Et il y a l'arrêté Lubrizol ou l'arrêté du 24 septembre 2020 qui vient un petit peu révolutionner le stockage des produits inflammables. Et ce dispositif devient obligatoire depuis le 1er janvier 2023 lorsque vous devez stocker certains produits inflammables. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait chez nous. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ce webinaire sur les batteries au lithium. Donc voilà les trois gagnants en fait ou les trois inventeurs des batteries au lithium. Donc il y avait un Anglais, un Américain et un Japonais. Et vous voyez, ils ont donc le premier, en fait, il a vraiment conçu la batterie au lithium dans les années 70. Son collègue américain est venu un petit peu améliorer ce dispositif pour rendre la batterie plus fiable et elle a commencé à être commercialisée dans les années 90. Et enfin, en 86, bah, il y a un Japonais qui est venu encore alléger la batterie pour qu'elle gagne en stabilité, en longévité. Donc voilà un petit peu, rendre hommage à ces trois hommes-là, sans lesquels on ne pourrait pas aujourd'hui utiliser toutes ces batteries. Donc il y en a de plus en plus de batteries, vous le voyez. Ici, vous voyez sur cette courbe, en tous les cas sur ce graphique, en fait, les différents procédés qui existent depuis les années 70. Donc, on a commencé avec des batteries au lead acide, ce qu'on appelle des batteries au plomb acide. Et puis, vous voyez que ça a évolué avec du nickel, et puis aujourd'hui, en fait, où on en est là. C'est ce qu'on appelle vraiment les batteries au lithium. Et vous voyez en vert, vous avez des processus émergents en fait où des chercheurs cherchent et j'espère qu'ils vont trouver un jour le moyen de rendre ces batteries les plus sécurisées possibles avec des procédés un petit peu plus sécurisés. L'Agence internationale de l'énergie, en fait, estime à 140 millions de véhicules électriques en circulation dans le monde. Vous voyez que c'est quand même énorme. Et vous savez très bien que à l'horizon 2035 en Europe, normalement, on devrait tous rouler avec des batteries, des voitures électriques notamment. Et puis, vous voyez que, essayez d'imaginer le nombre d'accessoires électriques que vous chargez par jour ou par semaine, il y en a de plus en plus.
Voilà un petit peu l'état des lieux de la planète aujourd'hui. Euh, alors, il n'existe malheureusement aucune réglementation sur le stockage et l'utilisation des batteries au lithium. La seule chose qui existe, enfin qui est apparue l'an dernier, ce sont des directives européennes sur l'utilisation de ces batteries. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a pas, je vous dis, il y a vraiment aucune règle. La seule chose, c'est que ben, ils ont fait des classifications, ils ont classé les batteries en fait pour, pour essayer bah, de limiter cet emballement thermique. Alors, vous voyez, il y a les batteries portables qui font moins de 5 kg. Il y a les batteries d'utilisation courante, notamment. Il y a des batteries qui sont destinées aux moyens de transport légers, notamment certains petits véhicules électriques comme les vélos électriques ou les trottinettes électroniques, les trottinettes électroniques, pardon, les trottinettes électriques. Euh, Vous avez des batteries de démarrage, d'éclairage, d'allumage, des batteries industrielles qui font plus de 5 kg. Les batteries des véhicules électriques, donc des voitures hybrides ou électriques qu'on utilise aujourd'hui dans nos véhicules électriques. Et puis, il y a des systèmes de stockage d'énergie par batterie stationnaire. Donc voilà un petit peu, ça c'est une classification européenne qui essaye de mettre un risque en fonction de l'utilisation de la batterie. Et puis, voilà en fait les directives que propose ces semblants de loi, notamment lorsqu'il faut aujourd'hui fabriquer une batterie au lithium. Eh bien voilà en fait les directives que doivent respecter les constructeurs, notamment les constructeurs de véhicules électriques. Donc, vous voyez, en 2024, exigences accrues en matière de durabilité, sécurité, étiquetage, marquage, justement pour atténuer les risques liés aux incendies, évaluation de la conformité, marquage CE, obligation des organismes notifiés, toujours pareil, alors en 2025, pour l'année prochaine, devoir de diligence sur les risques sociaux et environnementaux. Et vous allez voir tout à l'heure que bah, l'extraction du lithium, notamment, bah, c'est vraiment un petit peu catastrophique pour la planète. Donc, il faut essayer de trouver des moyens d'extraire ce lithium de façon un petit peu plus respectueuse de la planète. Et puis en 2027, il va falloir un passeport numérique pour toutes les batteries, justement, pour savoir comment elles ont été fabriquées et si elles respectent toutes ces règles, en tous les cas, toutes ces directives qui ont été diligentées par l'Union européenne. Mais à côté de ça, il n'existe aucune règle pure concernant l'utilisation ou le stockage des batteries au lithium. Donc, comment fonctionnent ces batteries? Bah, vous voyez, en fait, dans une batterie, vous avez plein de choses. Là, c'est une batterie qui a été en gros coupée en deux et vous expliquez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous avez plusieurs cellules. En fait, les cellules, plus la batterie est grosse, plus vous allez avoir des cellules qui sont mises les unes à côté des autres. Et plus la batterie est grosse, et ben, plus il va y en avoir. Et dans une cellule, vous avez une anode et une cathode. Et c'est justement cette anode et cette cathode qui va fabriquer l'électricité. Et entre les deux, c'est cette zone grise que vous pouvez voir sur l'écran. C'est ce qu'on appelle l'électrolyte. Et l'électrolyte, en fait, c'est un liquide qui va transporter les ions lithium entre les électrodes. Et c'est ce qui va justement fabriquer l'électricité. Et ce qui se passe, c'est que vous avez un séparateur justement pour éviter le court-circuit. Et si l'anode et la cathode se touchent, eh bien c'est là où c'est là où l'emballement thermique va commencer. Alors, vous connaissez peut-être le triangle du feu. Vous savez que pour faire du feu, il faut un combustible, un comburant et une source d'énergie. Eh bien, vous voyez que dans la cathode, vous allez avoir du comburant, dans l'anode, vous allez avoir du combustible. Et puis en fait c'est ce mélange-là qui va convertir en fait l'énergie chimique en énergie électrique.
Voilà un petit peu comment fonctionnent ces batteries au lithium. Alors, vous avez plusieurs catégories de batteries lithium. Elles fonctionnent plus ou moins toutes de la même façon. Vous avez les batteries lithium polymères, ce qu'on appelle les LiPo. C'est ce qu'on trouve dans nos téléphones portables notamment. Et là, en fait, on a remplacé l'électrolyte par un gaz qui remplace donc cet électrolyte et qui va qui va jouer le même rôle en fait pour fabriquer l'électricité. Et puis, les batteries les plus sophistiquées aujourd'hui, en ce qui concerne les batteries au lithium, ce sont les batteries lithium fer phosphate, ce qu'on appelle les LFP, où il y a eu des améliorations au niveau de la cathode et de l'anode, justement pour rendre la batterie plus sûre, plus performante et aussi plus écologique. Euh, mais on, ça enlève 15% d'énergie en moins. Et vous savez, aujourd'hui, bah, pour que ça aille vite, pour que ça aille plus haut, pour que que ça aille plus fort, bah, il faut de l'énergie. Donc, c'est compliqué de devoir limiter cette énergie pour que la batterie prenne son rôle de fabrication d'électricité. Alors, vous avez ici tout ce qui concerne notre vie au quotidien, en fait, notamment les smartphones. Vous avez les téléphones, les tablettes, les PC portables qu'on utilise au quotidien. Vous avez également des tondeuses à gazon, par exemple. Vous avez des vélos électriques, des trottinettes électriques, comme je vous expliquais. Et puis, vous avez également des voitures électriques qui arrivent sur le marché. Vous avez vu qu'il y en a 140, plus de 140 millions aujourd'hui sur la planète. Et vous voyez, sur la colonne rouge, vous avez la capacité en ce qu'on appelle en AH, c'est l'ampère-heure. Et là, c'est la capacité, en fait, la quantité de charge qui traverse, en fait, tous les composants de la batterie, parcourus, en fait, pendant une heure. Et vous voyez que bah, plus la batterie est grosse, plus il y a de l'énergie à l'intérieur. OK? Si on prend le cas, par exemple, d'une voiture électrique, bah, regardez, il faut 100 000 watts, alors que pour un smartphone, c'est de 5 à 15 watts. Donc, bah, forcément, plus la batterie est grosse, plus ça va demander de l'énergie et plus il va y avoir de l'énergie à l'intérieur. Si on prend le cas, par exemple, de notre voiture électrique Renault Zoé que l'on connaît depuis maintenant une petite vingtaine d'années en France, bah, la capacité est de 52 kilowatts. Alors, il y a beaucoup d'avantages dans toutes ces batteries qu'on utilise au quotidien. Donc, grande capacité de stockage d'énergie, un faible poids. Vous le voyez sur notre téléphone portable, notamment, c'est très compact. Longue durée de vie, normalement une batterie, si on l'utilise normalement au quotidien, si on prend le cas d'un téléphone portable, ça va durer entre 5 ans à peu près, et ça constitue à peu près 3000 cycles de charge, technologie de charge rapide, faible coût pour la recharge, et puis il n'y a pas d'effet mémoire. Alors qu'est-ce que c'est l'effet mémoire? Avant, en fait, quand on déchargeait totalement une batterie, ben, on avait du mal à la recharger, en fait. Et c'est ce rechargement, en fait, sur une batterie totalement vidée qui facilitait l'emballement thermique. Et donc, cet effet mémoire, normalement, maintenant, sur les batteries de dernière génération, il n'y a plus cet effet mémoire. Donc, ça limite un petit peu cet emballement thermique. Comme vous le savez, hein, comme je vous disais, à l'horizon 2035, donc il ne devrait plus y avoir de voitures électriques, de voitures thermiques en Europe, euh, puisque vous savez qu'il faut réduire drastiquement les gaz à effet de serre. Euh, et seules aujourd'hui les voitures électriques ou les voitures hybrides peuvent atteindre cet objectif de 37,5% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir aujourd'hui que produire une voiture électrique émet plus de CO2 qu'une voiture thermique. Mais en revanche,
l'utilisation de cette voiture va réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et notamment les émissions de CO2. Et en fait, un véhicule électrique est nettement meilleur pour la qualité de l'air. Et puis, ce qui est important, c'est que pour les batteries de dernière génération, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les BMS, donc c'est ce qu'on appelle le Battery Management System. Et en fait, c'est un composant électronique qui est indispensable sur toutes ces batteries au lithium qui va surveiller et contrôler en permanence la batterie. C'est-à-dire que s'il y a une cellule qui commence à s'emballer à l'intérieur, eh bien, ça risque, ça va couper toutes les autres et empêcher que ça prenne feu. Sauf que ce dispositif, bah, des fois ça marche et puis des fois ça marche pas. Et quand ça marche pas, bah, c'est là où l'emballement thermique arrive et, euh, et c'est là où ça devient de plus en plus compliqué. Alors, justement, cet emballement thermique, regardez un petit peu comment ça se passe. Vous avez cette échelle de température qui va d'à peu près de 60 jusqu'à 260 degrés. Et voyez que bah, à 70 degrés, l'électrolyte commence à s'évaporer. C'est-à-dire que bah, la chaleur commence à être trop importante. Et puis à 130 degrés, le séparateur se ramollit. Il devient imperméable au lithium. Qu'est-ce qui se passe si la température continue à augmenter? Ben, le séparateur il va fondre et c'est là où il y a le court-circuit. Donc, ben, vous voyez, ensuite, plus la température augmente, il y a une réaction exothermique. Et puis, vers 260 degrés, c'est ce qu'on appelle vraiment l'emballement thermique de la batterie. Alors, je vais vous montrer une vidéo justement où on a vraiment simulé l'emballement thermique d'une batterie et regardé un petit peu les effets. Alors, vous voyez, là, ce sont deux batteries de vélo, en fait, qu'on a volontairement. Et vous avez vu un peu l'effet que ça fait. Ça, c'était à l'extérieur, bien évidemment, mais imaginez Euh, si on prend le cas des grandes villes, comme par exemple à Londres, l'an dernier à Londres, il y a eu 35 vélos électriques qui ont pris feu dans des appartements ou dans des immeubles, enfin dans des appartements ou dans des maisons. Ça fait brûler l'intégralité de l'appartement ou même l'immeuble entier. Et ça se passe tous les jours dans les grandes villes. Et cet emballement thermique, en fait, il peut arriver par trois choses. D'une part, la surcharge électrique d'une batterie. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé il y a 2 ans, j'ai changé mon téléphone portable qui était en fin de vie. Et je me souviens très bien, je l'ai branché et il était à 35% de charge. Et donc, en général, au bout de trois quarts d'heure, bah, j'arrive à 100%. Et j'arrive une heure et demie après, et en fait, bah, il était à 37% de charge. Donc, c'est-à-dire qu'en l'espace d'une heure et demie, il s'est pris 3-4% de plus. Et en fait, bah, c'était pas trop normal. Donc, je l'ai pris dans mes mains, il était bouillant. Le chargeur était bouillant. Le fil électrique était bouillant, qui rejoint Et bah, qu'est-ce qui se passe si j'arrive 2 heures plus tard? C'est-à-dire, bah, en gros, bah, mon téléphone portable, il prend feu. Et c'est vraiment cette surcharge électrique, c'est souvent quand la batterie est en fin de vie, que cette surcharge électrique ne peut plus être acceptée par la batterie, et c'est là que ça peut générer cet emballement thermique. Ensuite, il y a l'endommagement mécanique. Ça veut dire que bah, si on prend le cas, par exemple, d'un vélo électrique ou d'une trottinette électrique, bah, vous allez l'utiliser toute la journée, vous risquez de les choquer sur des trottoirs ou autres. Et c'est là, bah, si vous rentrez chez vous le soir, vous chargez votre batterie qui a été endommagée, eh bien, s'il y a des cellules qui ont été, bah, c'est là où l'emballement thermique peut arriver également. Et puis, il y a cette surcharge thermique. La surcharge thermique, c'est, par exemple, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais
Si vous mettez votre téléphone en plein soleil, ben, moi, ça m'est arrivé aussi, vous allez avoir un triangle, un triangle avec le point d'exclamation qui vous indique que ben, votre batterie est en surchauffe. Et là, ça peut également générer l'emballement thermique. Alors, regarde, je vous invite juste à voir cette vidéo. C'est une vidéo qui nous provient de la télévision belge où une voiture Tesla a pris feu. Je vous laisse regarder, c'est assez impressionnant également. Mais d'abord, l'image du jour, c'est une voiture électrique Tesla carbonisée qui baigne dans un container. La voiture a pris feu ce week-end à Anvers pendant une recharge et ce matin, elle trempe donc dans un bac d'eau pour être sûre que les batteries refroidissent. Chantal Monet avec Bruno Spack. Carbonisée, la voiture a déjà passé plus de 24 heures dans un container rempli d'eau sur un parking du zoning d'Anvers. Un bain de refroidissement qui pour l'instant ne suffit pas à éteindre le feu. À 2 reprises hier soir et ce matin, la voiture a été sortie des eaux et à 2 reprises, elle a pris feu. Une situation particulière pour les pompiers. Il s'agit en fait de stopper la réaction chimique qui a commencé à cause du feu. Et ça, c'est en fait le grand défi. Parce que trouver la place, vraiment l'endroit exact où la réaction chimique prend place, ça, c'est la difficulté pour nous. Et c'est ça c'est la raison que l'immergement du véhicule, c'est la tactique le meilleur, en fait. Des agents de Tesla se relaient jour et nuit pour surveiller le site. Combien de temps faudra-t-il pour neutraliser la réaction en chaîne qui s'est déclenchée lors du rechargement de la batterie? Sans doute plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Qu'il s'agisse d'un feu ou d'une désincarcération, les incidents sur voitures électriques nécessitent une intervention particulière de la part des pompiers. On remarque de plus en plus d'interventions à cause d'augmentation de ventes, évidemment. Et on remarque qu'à jour d'aujourd'hui, c'est quand même quelques fois par mois que quelque part en Belgique, il y a un incident grave ou moins grave avec un véhicule pareil. Oui. Depuis 2012, les hommes du feu sont formés aux interventions sur véhicules électriques. Reste que toutes les casernes du pays ne disposent pas de containers pour le refroidissement. Donc, vous avez vu un petit peu comment ça se passe, cet emballement thermique. Et puis, malheureusement, on peut, même après avoir mis cette voiture dans l'eau, ben, 24 heures après, on l'a ressortie, elle a repris feu. Et vous avez vu ces dernières images, c'était en Chine, en fait, dans un parking souterrain, sous un centre commercial. Vous imaginez un petit peu une voiture électrique qui va prendre feu. En Chine, il y a énormément de voitures électriques, comme bah, peut-être il y aura en Europe très bientôt. Bah, vous imaginez si une voiture prend feu dans un sous-sol, ce qui va se passer, c'est-à-dire toutes les autres voitures vont prendre feu, et bah, là, ça va être compliqué à gérer. Alors, nous, on a essayé de trouver des solutions justement pour limiter un peu cet emballement thermique. Et on a créé un peu ce qu'on appelle des sacs de billes, c'est des pyrobubbles. C'est pour le stockage et le transport des batteries au lithium. Donc, c'est des microbilles en fait qui vont fondre à 1000 degrés et qui vont créer une espèce de coque autour de la batterie. Donc, si vous devez, par exemple, euh, transporter des batteries dans des caisses de transport, comme vous pouvez le voir sur l'écran, en fait, vous allez mettre ces sacs à l'intérieur, justement couvrir la batterie ou les batteries avec ces sacs de billes. Et je vous dis, l'emballement thermique, ça peut monter jusqu'à 1000 degrés. Et là, ça va fondre et ça va créer une coque autour de la batterie. Il existe également plusieurs dispositifs pour essayer d'éteindre une batterie au lithium. Les pompiers, notamment, ils utilisent des extincteurs. Ils utilisent des extincteurs F500. Et là, comme je vous disais, il y a énormément d'énergie dans cet incendie. Et là, il y a une réaction chimique qui va se produire. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. C'est-à-dire que ça va empêcher la température de monter. Donc, il est clair que si on utilise ces extincteurs à 400 ou 500 degrés, à force de l'utiliser, on peut dire qu'on va peut-être pouvoir éteindre le feu.
Par contre, si on arrive et qu'il y a déjà 600 ou 700, enfin ou plus de 500 degrés, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on n'arrivera jamais à éteindre la batterie. Pourquoi? Parce que, en fait, euh, l'emballement thermique de la batterie va fabriquer son propre oxygène. Et vous savez que dans le triangle du feu, bah, il suffit d'enlever un élément de ce triangle. Si on arrive à isoler l'oxygène, bah, le feu va s'éteindre. Là, en l'occurrence, même si on arrive à le, à le stopper, bah, il y a de l'oxygène qui va se créer à cause de cet emballement thermique. Et malheureusement, ben, on pourra pas éteindre ce feu. Et puis, il existe également un autre procédé qui s'appelle des extincteurs AVD. C'est ce qu'on utilise, nous, dans nos conteneurs coupe-feu, justement. Et là, encore une fois, ça va essayer d'isoler l'oxygène pour pouvoir arrêter le feu, c'est-à-dire enlever cet oxygène-là. Mais comme je vous dis, c'est le chat qui se mord la queue, puisque cet incendie-là va fabriquer son propre oxygène. Je vous disais également tout à l'heure qu'il y a vraiment un danger pour la santé et la planète, puisque le feu et l'eau réagissent avec les acides présents dans les batteries. Et il y a un acide, c'est l'acide fluorhydrique, c'est l'acide le plus dangereux au monde, en fait, ça va aller jusqu'à l'os et c'est le seul acide qui dissout le verre. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire sur les os notamment, et ça va vous bouffer les os. C'est ce qu'on appelle, et en fait, l'acide fluorhydrique, lorsqu'il y a l'emballement thermique d'une batterie, vous allez avoir le fluorure d'hydrogène. C'est tout simplement l'acide fluorhydrique sous forme gazeuse. Et c'est là où vous pouvez inhaler les fumées toxiques. Comme vous avez pu le voir dans la première vidéo que je vous ai montrée, si ça se passe dans un appartement, imaginez à Paris, je prends l'exemple de Paris, mais où les gens ont des vélos électriques, des trottinettes électriques de plus en plus. Ils vivent souvent dans des appartements où il n'y a pas de balcon, où il n'y a pas de. Donc, ils vont charger leur trottinette électrique dans leur appartement. Et vous imaginez cette vidéo, enfin, dans une pièce de 30 mètres carrés, bah, vous pouvez inhaler ces gaz toxiques. Donc, il y a deux voies d'exposition possibles, soit par inhalation, donc vous allez inhaler directement ces fumées dans vos poumons, et puis par contact de la peau, contact des muqueuses et contact des yeux également. Et puis, je vous disais que l'extraction du lithium et des métaux, puisque les batteries sont bourrées, il n'y a pas que du lithium dedans, hein, c'est bourré de métaux. Et en fait, la consommation mondiale de lithium a augmenté de 33% en 2020. Malheureusement, c'est ce lithium, principalement les mines de lithium, c'est principalement en Amérique du Sud et notamment au Chili. Et c'est extrêmement énergivore en eau. Et vous savez, les conditions, notamment dans ces mines-là, euh, bah, c'est un peu germinal, hein. Il faut savoir, vous le savez tous, qu'en France, on va créer 5 usines, ce qu'on appelle des méga factories dans le nord de la France, vers Dunkerque, justement pour fabriquer nos propres batteries, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 95% des batteries sont fabriquées en Chine. Donc, il faut qu'on essaye de dépendre de nous-mêmes, en fait, et de fabriquer des batteries de dernière génération les plus sécurisées possibles. Et puis, on a du lithium en France. On a une mine enfin, il y a du lithium dans l'Allier et on est en train d'essayer de créer une mine de lithium pour extraire notre propre lithium avec des conditions, j'imagine et j'espère, qui seront bien mieux que celles qui sont utilisées en Amérique du Sud. Euh, alors, je vais vous expliquer, vous savez qu'il y a deux types de batteries qui existent depuis longtemps. Vous avez les batteries au plomb acide qui existent depuis 70 ans, et puis vous avez les batteries au lithium qui existent depuis 30 ans. Euh, lorsqu'une batterie au lithium est en feu, pardon, lorsqu'une batterie au lithium est en charge, il y a vraiment un risque explosif, surtout en ce qui concerne les batteries au plomb acide puisque lorsqu'elle est en charge et si elle est endommagée,
eh bien, en fait, il va y avoir une production d'hydrogène. L'hydrogène est un gaz extrêmement explosif. Donc, en se mélangeant avec l'oxygène de l'air, ça peut exploser. Si on revient à notre batterie au lithium, qui existe depuis une trentaine d'années, et vous avez pu le voir tout à l'heure, lorsqu'elle est en charge et qu'elle est endommagée ou autre, ben là, en fait, elle ne va pas exploser. Mais vous avez vu que c'est une succession de petites explosions qui va générer et qui va arriver à l'emballement thermique. Et là, en fait, plus la température va augmenter, euh, plus ça va créer de l'oxygène. Donc d'un côté, vous avez une production d'oxygène, de l'autre côté, vous avez une production d'hydrogène. Vous voyez que c'est compliqué à gérer tout ça. Les seules lois qui existent, et vous pouvez le voir ici pour les batteries au plomb acide, comme je vous disais que ça existe depuis 70 ans, et la seule loi qui est apparue, ça date de mai 2000, donc ça fait 23 ans maintenant. Et en fait, cette loi, elle dit qu'il faut une salle de charge nécessaire lorsque la puissance du chargeur dépasse les 50 kilowatts. Et vous voyez, cette même loi est sortie en octobre 2020. Et cette même loi, elle dit qu'il faut une salle de charge nécessaire lorsque la puissance d'une batterie au lithium dépasse les 600 kilowatts. Donc, vous voyez un petit peu que ben, l'énergie générée dans ces batteries ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on vient remplacer les batteries au plomb acide par des batteries au lithium, tout simplement parce qu'une batterie au lithium peut accepter beaucoup plus d'énergie qu'une batterie au plomb acide. Alors, je vous le disais, hein, lorsqu'il y a l'emballement thermique d'une batterie, vous risquez de respirer en fait de l'acide fluorhydrique. Vous voyez une main ou un œil qui a été en contact avec cet acide, et je vous le rappelle, hein, c'est le seul acide qui dissout le verre. Euh, Vous avez dans les batteries au plomb acide du plomb, comme son nom l'indique, qui est un métal extrêmement toxique qui peut provoquer une maladie qui s'appelle le saturnisme. Le saturnisme, ça va vous manger le cerveau en fait. Vous voyez ces dents, c'est pas les miennes, mais vous voyez un petit liseré violet bleu ici. Et bien là, en fait, c'est le plomb qui est dans le sang et qui vient déchausser les dents. Et puis, dans une batterie au plomb acide, comme son nom l'indique, vous avez de l'acide sulfurique qui, lui, est extrêmement polluant pour la planète, pour les sols, pour l'eau. Et vous voyez, une batterie abandonnée pollue 1 mètre cube de terre pour plus de 100 ans. Alors, dans la dernière décennie qui vient de se passer, en fait, regardez, il y a eu plus d'accidents en 3 ans, de 2016 à 2019, que depuis leur mise sur le marché, la mise sur le marché des batteries au lithium. Et regardez, vous avez ici des déchetteries. En septembre 2021, vous avez une déchetterie qui a pris feu. En 2021 également, il y a 3 sites de recyclage Galou qui ont été victimes d'incendies, tout simplement parce que, en fait, vous avez toutes les batteries au lithium qu'on a utilisées ces 10 dernières années qui arrivaient en fin de vie. Qu'est-ce qu'on faisait si on prend par exemple le cas d'une brosse à dents électrique où la batterie est intégrée dans l'appareil? Ben, qu'est-ce qu'on a tous fait quand notre brosse à dents électrique a été en fin de vie? Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a acheté à la poubelle. On a tous fait la même chose. Tout ça arrivait dans les déchetteries. Ça prenait l'eau, ça prenait le soleil, c'était choqué toute la journée. Et regardez le nombre d'accidents qui s'est passé en France et d'ailleurs en Europe dans nos déchetteries où il y a eu énormément d'incendies. Et il faut savoir, malheureusement, aujourd'hui, il y a moins de 5% des batteries en fin de vie qui sont recyclées. Alors ça va changer. Et croyez-moi que aujourd'hui, quand vous allez dans une déchetterie vous allez mettre vos batteries dans les déchetteries, dans des caisses bien spécifiques, justement pour éviter qu'elles se choquent et que ça génère ces incendies. Je vous invite à regarder encore une fois cette vidéo. En avril 2022, il y a eu 2 bus de la RATP qui ont pris feu en plein Paris. Euh, je vous laisse regarder l'état de cet incendie. Et en fait, juste vous dire qu'on a enlevé le bus quand il a terminé de brûler.
on voyait un petit peu l'intensité des flammes, l'intensité des fumées, d'accord? Où vous avez ici du sulfure d'hydrogène qui va ressortir de ces fumées extrêmement toxiques. Euh, Comme je vous disais, dans une batterie, il y a énormément de métaux. Et les feux de métaux, ce sont les feux les plus difficiles à éteindre. Donc, je vous disais, deux incendies à Paris où la RATP a enlevé tous ces bus électriques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les démonter, il faut vérifier les batteries. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Et puis, ce même mois, à Carcassonne, il y a un bus qui était en test. Et en fait, bah, il a cogné, en fait, puisque bah, forcément, les batteries sont sur le toit du bus. En essai, bah, le bus est passé sous un tunnel, en fait, sous un pont. Et en fait, bah, il a été choqué et ça a choqué les batteries. Et en fait, le bus a pris feu également. Donc, on va vraiment vers une économie circulaire. Voyez tous les matériaux qui sont dans une batterie. Et tout ça, maintenant, doit être bien évidemment recyclé de plus en plus. Et en fait, la réglementation vise à créer une économie circulaire en ciblant toutes les étapes du cycle de vie d'une batterie. Et il faut savoir que la demande de batterie devrait plus que décupler d'ici 2030. Donc déjà qu'il y en a beaucoup, regardez, à l'échelle mondiale, ce marché a été évalué à 1,6 milliard d'euros en 2020 et à l'horizon 2028, il devrait atteindre les 6 milliards d'euros. Donc, s'il y a vraiment des métiers où il faut aller aujourd'hui pour avoir du travail, ben c'est vraiment dans le recyclage des batteries. Et en fait, dans une batterie, dans une pile, tout est utile. Et vous voyez ici, vous avez bah, en fait, comment on va essayer de recycler ces batteries. Alors, on va essayer d'extraire tous les métaux et de réutiliser ces métaux pour fabriquer de nouvelles batteries au lieu de les jeter à la poubelle. Et puis, aujourd'hui, si on prend le cas, par exemple, d'une batterie de tondeuse à gazon, par exemple, qui serait en fin de vie également, bah, au lieu de l'acheter à la poubelle, on va l'enlever. On va extraire bah, peut-être plusieurs petites cellules pour fabriquer, par exemple, une batterie plus petite qui va servir à l'utilisation d'un appareil photo, par exemple. OK. Chose qu'avant on ne faisait pas et on mettait tout à la poubelle et voilà. Donc, et en fait, il y a le processus le plus élaboré aujourd'hui pour recycler ces batteries. C'est ce qu'on appelle un processus hydrométallurgique qui justement va isoler tous les métaux pour pouvoir les réutiliser par la suite. Alors, on a mis en place des armoires coupe-feu justement pour ces batteries au lithium. Donc, c'est le nouveau concept Ionline qui est utilisé par notre partenaire Asecos. Donc là, vous avez une protection incendie de l'extérieur vers l'intérieur et une protection incendie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que le feu ne rentrera pas ou ne sortira pas de cette armoire pendant 1 heure et demie. Vous avez également dans ces armoires-là un détecteur de fumée qui va justement ben, vous indiquer qu'il y a le feu à l'intérieur de la batterie, à l'intérieur de l'armoire, pardon. Vous avez un nouveau système d'ouverture et de fermeture des portes. Il y a une seule poignée avec une ouverture avec une seule main, ce qui est plus simple également. Fermeture sécurisée, renforcée en haut et en bas également, donc qui va vous prévenir de l'explosion, la pression et la chaleur. Ventilation du bas vers le haut, donc une entrée d'air à température ambiante, ouvert en bas à gauche, et une extraction en partie supérieure en haut à droite. Une ouverture par décompression en cas d'explosion. Donc c'est une ouverture par clapet en fait qui est dans la partie supérieure de l'armoire. Meilleure répartition de l'espace. Donc, vous avez un petit bac de rétention sur la partie inférieure, meilleure flexibilité dans l'armoire, donc pour
pour que vous puissiez ranger les choses un petit peu plus facilement. Et puis donc un meilleur espace entre les étagères également. Donc ce nouveau concept, en fait, il y a eu quelques modifications électroniques dans ces armoires. Température inférieure à 50 degrés, ben, toutes les prises s'éteignent. Arrêt uniquement de la recharge, la ventilation continue, bien évidemment. Et puis, au-delà de 50 degrés, les prises s'enclenchent et en cas de fumée, donc la fumée, c'est à partir de 70 degrés, la ventilation s'éteint, le clapet de ventilation se ferme, les prises s'éteignent et le système d'extinction s'enclenche. Et là, les portes se ferment et on ne peut plus les ouvrir pendant 1 heure et demie. Vous avez également un système de refroidissement qui peut être mis en place dans ces armoires. Comme je vous disais, hein, plus la chaleur augmente, plus l'incendie va être difficile à éteindre. Et en fait, ce système de refroidissement va empêcher la température de monter. L'intérêt de ces armoires, c'est qu'une fois qu'elles sont closes, soit le feu s'éteint, ce qui peut arriver avec ces systèmes d'extinction, mais tout dépend encore une fois de la chaleur qui est émise par cet incendie. Donc si jamais ça ne s'éteint pas, vous avez quand même la possibilité de prendre l'armoire vous avez avec un monte-charge, sortir l'armoire à l'extérieur et puis laisser brûler jusqu'à qu'il n'y ait plus rien à brûler. Et le fait de sortir, de prendre l'armoire et de la sortir à l'extérieur, ça va en fait enlever l'électricité et puis pouvoir sortir l'armoire sans endommager votre système électrique. Vous voyez ici, vous avez une armoire coupe-feu qui a bien fait son travail, puisque elle a brûlé, mais ça a préservé en fait l'intégralité de l'endroit de stockage où était stockée cette armoire. Vous avez également ce qu'on fabrique chez nous, chez Donios, des locaux de stockage, bien sûr, ce qu'on appelle des WFP, des Walk Fire Protection. Donc là, ce sont des conteneurs dans lesquels vous allez pouvoir rentrer et stocker et ou charger des batteries, des batteries. Donc, il y a ce qu'on appelle le stockage passif. Et puis, vous avez le stockage actif, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire c'est en mode chargement pour pouvoir stocker vos batteries. Ces locaux de stockage sont REI 120. REI 120, ça veut dire quoi? C'est une protection incendie. Mais attention, c'est-à-dire en gros, c'est coupe-feu 2 heures, 120 minutes, ça veut dire c'est forcément 2 heures. Et le R, ça veut dire c'est une résistance mécanique au feu, c'est-à-dire que la structure du conteneur va résister au feu pendant 2 heures. Le E, c'est l'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, c'est-à-dire que ni les flammes ni les gaz vont sortir de ce conteneur. Et puis le I, c'est très important également, c'est l'isolation thermique, c'est-à-dire que la chaleur ne sortira pas également de ce conteneur pendant 2 heures. Vous avez dans ces locaux de stockage des systèmes d'extinction type aérosol qui est très respectueux de l'environnement. En fait, ça ne va pas déplacer l'oxygène. Euh, si jamais vous êtes à l'intérieur, il y aura encore un petit peu d'oxygène pour que vous puissiez respirer. Vous avez des ponts roulants intérieurs dans ces conteneurs, justement, parce qu'une batterie au lithium, une batterie, ça peut être lourd. Donc, ça vous permet d'éviter par exemple, de la faire tomber dans le conteneur. Si vous la tombez, elle peut être endommagée. C'est là où ça peut générer l'emballement thermique. Donc, ça vous permet de pouvoir gérer votre stockage de façon le plus sécurisée possible. Vous avez également en fait un espèce d'écran à l'extérieur qui va vous permettre de voir à quel niveau votre batterie est en charge. Par exemple, si vous envoyez une qui est à 30% de charge et puis l'autre qui est à 100%, vous pouvez rentrer à l'intérieur, enlever celle qui est chargée à 100% pour éviter que si cette batterie et s'il se passe un truc, en fait, si à 100% il y a encore de l'énergie qui vient à l'intérieur, ça peut générer l'emballement thermique.
Donc, une batterie qui est à charger à 100%, bah, vaut mieux la débrancher. Donc ça, ce sont des petits conseils que je puisse vous donner pour justement éviter ces accidents. Vous avez également des toits végétalisés, ça augmente la valeur d'isolation pour vos bungalows, et puis c'est assez protectrice de l'environnement. Protection pour les insectes, rétention d'eau de pluie, rétention de poussière fine également. Système de climatisation, justement, pour éviter une surcharge thermique. Si vous mettez un bungalow en plein soleil, bah forcément la température à l'intérieur va augmenter et faire augmenter forcément celle de la batterie. Vous avez également des conteneurs à étagères. Alors, la différence, c'est ce qu'on appelle des RFP, des Rock Fire Protection. Et là, en l'occurrence, bah, la différence, c'est que vous ne pouvez pas la rentrer à l'intérieur de ces conteneurs, mais c'est comme des grosses armoires, en fait, dans lesquelles vous allez pouvoir stocker ou charger vos batteries. Donc, vous voyez, la capacité, ça peut aller de 1 à 12 palettes sur un ou deux niveaux. C'est configurable à souhait. Vous avez des systèmes d'extinction également comme je vous ai montré sur les conteneurs précédents. Nouvelle version à porte coulissante. Donc, Denio, c'est le premier fabricant au monde à proposer un conteneur de stockage de batterie à porte coulissante. Donc, c'est beaucoup plus facile d'utilisation, en fait, plus de confort. Et puis, ça vous évite de devoir ouvrir ces grosses portes qui peuvent faire 1,50 m de large ou voire plus, justement pour avoir une place beaucoup plus facile à exploiter. Système de climatisation également dans ces conteneurs RFP. Vous avez des condensateurs extérieurs qui peuvent être mis à votre disposition également. Des trappes de surpression. Il est bien évident que s'il y a une explosion à l'intérieur, bah, cette trappe va éviter que la structure lors d'une explosion que bah, cette trappe va faire partir la pression et le souffle à l'extérieur du conteneur pour éviter qu'il ne se désagrège plus facilement. Et vous voyez ici, bah, après un incendie dévastateur, il faut savoir qu'il y a seulement 20% de réouverture. Donc c'est très peu. Donc je vous invite vraiment à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prendre soin de vos batteries. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter justement pour essayer d'avoir en fait bah, tout ce que je viens de vous expliquer en fait dans vos installations pour prévenir de tous ces accidents. Voilà, et bien écoutez, on en a terminé avec ce webinaire. J'espère avoir été clair. On va regarder toutes les questions que vous nous avez posées et puis essayer d'y répondre en direct avec ma collègue Marine Priou. Euh, Marine? Bonjour à tous. Eh bien, il n'y a eu aucune question dans le chat aujourd'hui, donc j'imagine que la présentation de Monsieur Sonali a été très claire pour tout le monde. Néanmoins, s'il y a d'autres questions qui vous apparaissent maintenant, on peut y répondre en direct. Donc voilà, on est à votre écoute. Alors, il est clair que si, bien évidemment, hein, toute notre équipe reste à votre disposition, vous pouvez nous contacter pour avoir des explications sur le stockage de ces batteries. Vous allez recevoir également, en fait, bah, le résumé de ce webinar pour tous les participants. Écoutez, si on va mettre fin à cette discussion, et puis je vous remercie en tous les cas de votre attention. Ah, Et puis Jean-Claude, on a quelques questions qui ah, apparaissent du coup. pardon. Ok. Il n'y a pas de mal. Donc, il y a un établissement qui envisage de réaménager un local en stockage de batteries. Alors, de toute façon, comme le disait Jean-Claude, pour toutes ces situations bien spécifiques, on a une force terrain itinérante, donc des commerciaux qui sont répartis par région. Et donc, pour tous ces locaux de stockage que vous avez pu voir, RFP ou autres, en fait, il faut qu'un commercial de chez nous puisse passer sur site afin d'évaluer. Et donc là, c'est pareil pour remettre peut-être un confort
conformité un bâtiment, voir ce qu'on peut amener, c'est mieux qu'il y ait quelqu'un qui puisse passer sur site directement pour voir si le projet a une faisabilité ou non. Vous pouvez aller sur notre site web, hein, il y a toutes les coordonnées de notre standard téléphonique, la boîte info également, et on vous recontacte. Et ensuite, il y a une question sur les tarifs des armoires de protection. Donc là, c'est assez varié. Ça dépend si vous allez vouloir charger ou non votre armoire. Mais globalement, pour une armoire qui est du stockage passif où il n'y a pas de charge, on est autour de 4 000 euros. Et pour de la charge, du coup, à l'intérieur des armoires, on peut arriver à des armoires autour de 9 000 euros. Ça dépend également de la taille de l'armoire souhaitée, du nombre de batteries. Mais en tout cas, encore une fois, c'est pareil. N'hésitez pas à contacter le service commercial. Il y a aussi un chat hein, sur le site web. Donc, par tous ces biais, n'hésitez pas à nous contacter et on va pouvoir vous faire une cotation et en tout cas vous donner des conseils vraiment bien particuliers conformément à votre situation. Il n'y a pas d'autres questions, Marine, parce que je vois pas le. Je ne vois plus non plus du coup. J'ai l'impression que non. Ah, si, je vois les petits numéros qui apparaissent. En ce qui concerne les déchetteries, alors il faut savoir que Delios a une gamme de conteneurs qui sont les locaux DDS, donc pour les déchets industriels dangereux. Et on y a déjà une gamme de conteneurs. Donc là, en fait, la particularité, c'est que ce sont des conteneurs qui sont étanchauffés 60 minutes pour les déchetteries. Mais ça, c'est dans le cadre de déchets électronique ou autre, la réglementation pour les batteries lithium-ion est un petit peu plus floue, puisqu'on vous l'a dit, il y a une loi par rapport à la taille de batterie, la préconisation, ça va être d'être le plus prudent possible. Donc là, c'est pareil par rapport aux déchetteries. Je pense qu'il serait intéressant de contacter directement le commercial. Et après, vous pouvez aussi vous renseigner auprès des préfectures, puisque ça peut être en fait dans le cadre d'un arrêté, si vous êtes un ICP ou non on peut vous donner des recommandations par rapport à l'équipement que vous devriez avoir sur site pour être en sécurité. Là, n'hésitez pas, voilà, à nous consulter, consulter peut-être votre arrêté si vous êtes ICPE, ça peut aider. Et effectivement, le résultat, donc comme le dit Monsieur Sonali, hein, il y aura donc cette présentation va vous être envoyée via le mail de remerciement. Donc vous aurez la présentation et le lien si vous souhaitez revisionner ou peut-être l'envoyer à un de vos collègues, la possibilité de revisionner ce webinaire. Ça va vous permettre effectivement de nous reposer les questions. Hop. Alors, j'ai une autre question. On nous demande si on a des conteneurs étanches pour immerger les batteries de véhicules au lithium. Alors, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, nos conteneurs coupe-feu, ils vont être faits de différents matériaux isolants, que ça peut être de la laine de roche, ça peut être donc différents matériaux qui, eux, ne sont pas en fait compatibles avec l'immersion dans l'eau. Et donc, du coup, le fait d'avoir de l'eau ne rendrait le conteneur plus fonctionnel. Donc non, effectivement, l'immersion est une solution. Après, on a des conteneurs coupe-feu qui sont installés dans des locaux qui sont eux-mêmes sprinklés. Donc après, c'est des différents niveaux de sécurité qui peuvent être mis en œuvre par les différentes sociétés en fonction du niveau de sécurité que vous voulez atteindre. Mais on n'a pas à la gamme un conteneur qui permet d'immerger. Alors, je regarde si on a d'autres choses hop, qui nous arrivent. Alors, a priori, là, non. Hop. Là, sur le chat, Marine, moi, je vois pas le chat. Non, dans les questions-réponses, Jean-Claude. Ah, Non, dans le web discussion, il n'y a rien, par contre. Donc là, je ne vois pas de nouvelles réponses, de nouvelles questions, pardon, qui apparaissent. Euh, donc je pense que voilà, à vous remercier de votre attention, effectivement, et n'hésitez pas. Moi, je suis Marine Priou, je ne m'étais pas présentée, je suis la responsable du service des commerciaux. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, elles sont là pour vous répondre, que ce soit par téléphone ou sur le terrain pour une visite sur site. C'est toujours important de venir voir directement sur place la problématique des clients pour vous préconiser les meilleurs équipements.
Je te laisse reprendre Jean-Claude, le Voilà, mot de bah la fin. écoutez, je crois que Marine vous a tout dit. Et puis, merci encore une fois de votre participation. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vienne faire une démonstration de tout ce que je vous ai expliqué chez vous. Avec grand plaisir, je me déplace avec grand plaisir sur votre site pour faire ces démonstrations. Merci encore. Je vous donne rendez-vous le 11 juin, je crois, hein, justement avec Marine, pour qu'on vous parle des absorbants d'Enzorb. Merci encore, bonne journée à vous et à bientôt.